Si j'étais né au XXe siècle, on m'appellerait Sherlock Holmes, Derrick ou Hercule Poirot. Mais mon vrai nom est Jean 2000. Un texte du XVIe siècle, des méthodes d'enquête d'un autre temps et une équipe d'étudiants d'IARTSUP bien décidée à lui redonner vie. Ensemble, plongeons au cœur d'un projet où l'histoire et le design se rencontrent pour redonner vie à un texte fondateur du droit français. Bonjour, je suis Jean 2000, magistrat instructeur à la cour de François Ier. Je dois enquêter sur un guet-apens absolument horrible qui s'est déroulé à Paris en 1542. D'ailleurs, rien que d'en parler, j'ai des frissons, parce que la scène de crime était absolument horrible. C'est comme ça qu'on parlait au XVIe siècle. Ce projet, il est parti de la volonté des établissements qui conservent du patrimoine écrit dans notre région, donc des archives, des bibliothèques, de valoriser le patrimoine, mais d'une manière décalée, amusante, attractive. Du coup, c'est pour ça qu'on a lancé ce projet qui s'appelle EPOC, Enquête patrimoniale d'Occitanie. C'est-à-dire que les bibliothécaires et les archivistes sortent leur loupe et deviennent des enquêteurs sur leurs fonds patrimoniaux. Et la bibliothèque de Montpellier avait envie de mettre en valeur cet ouvrage qui s'appelle donc le Praxis Criminis. Praxis Criminis, c'est un document assez représentatif de son époque, puisqu'à la Renaissance, cela fait déjà un siècle que l'imprimerie a vu le jour, que Gutenberg a mis en place son système. Ça s'est énormément développé et on se retrouve à ce moment-là, à un moment où l'impression devient de grande qualité. Les imprimeurs parisiens, notamment, comme Simon de Colline, qui va éditer le Praxis Criminis, arrivent à atteindre un grand degré de technicité dans le résultat, ce qui fait qu'on a des ouvrages de plus en plus aérés, qui vont être aussi plus pédagogiques, plus parlants pour les personnes qui sont amenées à les lire, même si à cette époque-là, on est encore dans un public assez restreint qui a accès à ces documents-là. Mais néanmoins, on commence vraiment à percevoir ce degré de haute technicité qui arrive dans les imprimeurs de l'époque. La particularité de cet ouvrage, c'est qu'il y a de très belles planches gravées sur bois. Christine m'a dit quand même, je les imagine bien une petite animation. Du coup, on s'est dit, bah parfait, il faut qu'on trouve des partenaires pour pouvoir donner vie à ce livre. Un des postulats aussi, c'était de partager le patrimoine en racontant des histoires, et qui de mieux que des auteurs pour faire ça. Donc c'est pour ça qu'on a contacté Olivier Coste. J'ai été contacté par Occitanie Livre et Lecture à l'origine du projet, en fait par Mélanie. Le but était de faire une courte vidéo en ligne, grand public. L'idée, c'était de rassembler une équipe artistique pour mener à bien ce projet-là. Ça suppose donc un scénario, des images, des animations, de l'illustration sonore, etc. Donc vraiment plein de compétences artistiques, on va dire. Le scénario et l'illustration sonore et la musique, c'est un peu mon truc, donc ça allait. Et je lui dis, bah écoute, ça tombe bien parce que moi j'enseigne à IARTSUP. On trouvera des étudiants qui vont s'emparer du projet et qui vont faire quelque chose de très très bien. Donc il y avait une espèce de connexion comme ça, assez stupéfiante, très enthousiasmante. Et la preuve, c'est que tout le monde est euphorique maintenant. Notre volonté, c'était surtout de pouvoir mettre en avant le document originel et le livre qui, pour un livre du XVIe siècle, est très bien conservé et en très bon état. En le voyant en main propre, on s'est rendu compte que finalement, il se suffisait à lui-même, que les gravures étaient déjà très détaillées, très ornées et que finalement, il valait mieux mettre en avant l'œuvre telle qu'elle était plutôt que de vouloir l'embellir en rajoutant des effets ou des choses comme ça par-dessus qui auraient été un peu hors sujet et un peu kitsch. Donc on a préféré rester sur le livre initial pour le mettre au cœur de notre création. Je suis content qu'on ait eu un retentissement médiatique avec notre travail, puisque nous avons été soutenus par l'équipe de communication de IARTSUP, par le biais d'un live Twitch ainsi que d'une réunion d'information en ligne qui nous a permis donc de faire connaître notre travail et de le valoriser pour une nouvelle audience. Vincent, Guillaume, Mathéo, bienvenue. Merci. Bravo encore pour votre projet Praxis Criminis. Merci. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de ce projet? On devait déjà répartir un petit peu les rôles. Et donc avant de répartir les rôles, il faut qu'on sache ce qu'on va faire. Donc il y a toujours cet enjeu au début de faire tout en même temps. Donc on a commencé par essayer d'imaginer quels étaient les différents enjeux techniques de la production. Puis une fois qu'on avait, on va dire, les premiers croquis, les premières images en tête, on a pu définir sur la partie modélisation, par exemple, de la salle, Guillaume, qui a été rejoint après par Vincent, et Vincent faisait aussi l'animatique au début. Il y avait aussi le livre à réaliser, puis le livre contenait des animations, donc il fallait aussi faire ces animations, donc là c'était plus la partie de Eden. Et donc en fait, assez vite, comme ça, on a dû s'organiser parce que très tôt,
si t'es pas organisé, tu perds du temps. Donc c'était vraiment le premier enjeu de la première semaine, quoi. J'ai accompagné les étudiants au fur et à mesure de leur avancée dans le projet. On a fait plusieurs réunions de travail avec la médiathèque. Je les ai accompagnés d'abord à la médiathèque. Ils ont pu consulter l'ouvrage, ils ont pu visiter les magasins et puis après on a un petit peu discuté de tout ça et de comment ils allaient retranscrire cette ambiance-là dans leurs vidéos. Après, au fur et à mesure, en ayant les retours de l'équipe de la médiathèque, on a peaufiné un petit peu tout ça. Le brief du film a été ma première maquette audio, c'est-à-dire avec la narration et quelques éléments d'illustration sonore. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que ça leur permettait à eux aussi de rentrer dans un univers particulier, du 16e, etc., de leur construire des images sonores, en tout cas de stimuler leurs émotions. On a reçu la première version du script de la part de Olivier Coste, qui a géré toute la partie du coup écriture du projet et vocale. Du coup, suite à ça, on a pu commencer à comprendre le projet et à voir un peu de quoi est-ce que parlait le livre, etc. Et ensuite, on a reçu une partie du coup audio, et c'est là qu'on a pu commencer à faire l'animatique et à s'organiser, de savoir de quoi on va parler, comment on va en parler, et surtout les timings et qu'est-ce qu'il y aura exactement dans la vidéo. Ce qu'on leur demandait à eux, c'était de donner vie et chair à ces gravures, ce qu'ils ont très bien fait petit à petit, en suivant aussi les différents tableaux d'une histoire qui est en fait une enquête criminelle, c'est ça qui est très particulier, avec différents tableaux. On va de la scène de crime jusqu'à la condamnation des accusés, en passant par l'audition des témoins, etc. Enfin, toute la procédure criminelle. Que ça a nécessité pour les étudiants, c'est beaucoup d'implication. D'abord, il a fallu pour eux qu'ils pénètrent un univers, qu'ils se l'approprient, qu'ils se disent tiens, voilà, enfin c'est une machine à remonter le temps, hein, cette histoire. Je crois qu'ils l'ont très bien fait, ils ont très bien compris quel était l'objectif du projet. Ils ont été très professionnels pendant tout le long du projet. C'est presque eux qui animaient les réunions tout seuls. Alors après, si vous partez sur de la tenture 16e. Ça risque de faire du bruit en termes d'image. Il faut que ce soit un motif. En se penchant vraiment sur le document lui-même, ils se sont rendus compte que c'était plus respecter le document que de mettre en avant vraiment les gravures, et c'était finalement l'objectif de la médiathèque aussi. Alors j'ai trouvé que le process était très fluide. C'était vraiment incroyable de voir cette rencontre entre deux mondes et la naissance de ce qu'il en ressort. Enfin, on a été vraiment étonnés de l'exigence de qualité de ces étudiants où on était là à dire, vous voyez, on a mis des petites poussières dans la lumière, là, je veux dire, le souci du détail, du velours qui va, où le livre va reposer. Voilà, c'était vraiment bluffant. Donc, on a pu utiliser de l'IA pour le portrait de Jean 2000, donc, le créateur du Praxis Criminis, parce qu'en fait, on n'a aucune image, aucun croquis, on ne sait pas à quoi il ressemble. Donc on s'est permis cette petite liberté en créant donc son portrait en IA parce que c'était plutôt pertinent, c'est un outil donc autant l'utiliser. Et pour son animation aussi on a utilisé de l'IA pour qu'il puisse parler en rythme avec la voix du narrateur. Et ça nous a permis de gagner beaucoup de temps plutôt que de faire une vidéo de quelqu'un, de trouver un acteur, quoi que ce soit. Alors ça a été un événement très agréable pour moi puisque c'était vraiment le but atteint, de pouvoir diffuser la vidéo avec tous les acteurs du projet et puis le partager avec le public. J'ai eu la chance d'être là lors de votre présentation à la médiathèque. Mais vous, comment vous avez ressenti cette présentation? Comment ça s'est passé à ce moment-là? Est-ce que vous avez eu le trac? Avec Mathéo, on était tous les deux sur scène avec Eden aussi, et Guillaume était derrière la caméra. Donc nous on était plutôt à l'aise. C'est un texte ou un document qui est riche, tellement riche que c'est difficile à comparer dans les œuvres qu'on peut retrouver aujourd'hui, les œuvres contemporaines, d'illustration, de BD. On connaissait le sujet, ça faisait des mois qu'on était dessus, presque 5 mois je crois. Donc on était plutôt à l'aise et on était content de partager tout ce qu'on a pu faire derrière parce que les gens voient le résultat. Mais forcément, avec tous les mois de travail, on veut montrer ce qu'on a fait. On était plutôt content de partager ça. Grâce à votre travail, à tous, mais je m'adresse particulièrement aux créateurs, grâce à votre travail, on a la possibilité de faire savoir que ça existe, de nous faire voir l'intérieur, de nous donner vie, de le conserver et de nous aider à faire en sorte que dans 500 ans, il soit encore là et c'est un outil d'intérêt général. Donc c'est utile déjà, merci pour ça. Et en plus c'est marrant, au nom de tous les collègues du réseau de médiathèque, au nom des usagers aussi, et puis au nom des élus de la collectivité, je vous dis merci. Merci à tous et un grand merci à vous en tant qu'étudiant de vous être engagé dans ce projet. Le Praxis Criminis, c'est un ouvrage qui a eu un vrai impact dans l'histoire du droit aujourd'hui. Donc avoir un historien qui pouvait nous expliquer plus en détail tous ces retentissements, ça nous donnait vraiment une profondeur historique nécessaire. Parler de Jean 2000, c'est un peu complexe puisqu'on ne sait pas grand-chose en fait de lui. Tout ce qu'on sait du personnage, en fait, c'est sa carrière. En fait, on ne connaît pas sa carrière. Il est né à la fin du XVe siècle,
à Souvigny et il a exercé la charge d'avocat à Toulouse avant de revenir à Souvigny pour y exercer la charge de bailli. Donc quand on est bailli, on est juge. Puis de prévôt à Moulins et à Paris. Donc le prévôt, c'est un juge qui exerce la justice royale. Jean de Mille écrit sur la procédure pénale à partir de sa pratique quotidienne. Et il choisit de n'écrire que sur la procédure criminelle. Ça fait de Jean de Mille le premier criminaliste de l'histoire. À l'époque, quand on écrit sur la procédure, on joint les deux. Procédure civile, procédure criminelle. Jean Humbert, par exemple, un autre juriste, écrivait en 1538 une procédure civile et criminelle. Pour Jean de Mille, une vraie pratique digne de ce nom, elle doit être soit l'une, soit l'autre. Et c'est ce qui sera le cas en fait pendant tout le reste de l'histoire du droit, hein, dans les 16e et 17e siècles, où tous les auteurs qui écriront sur la procédure écriront soit sur la procédure civile, soit sur la procédure criminelle. Merci à toute l'équipe d'IARSUP, aux étudiants en particulier pour leur travail, leur investissement, l'intelligence aussi avec laquelle ils ont abordé ce travail parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui rentraient en ligne de compte et il fallait le faire aussi avec de la subtilité et ça a été le cas. Rendre hommage aux documents, rendre hommage à nos prédécesseurs qui nous permettent d'avoir le document aujourd'hui tel qu'il est et de le proposer au grand public. C'est une grande fierté pour l'école de se dire que les enseignements qu'on leur apporte leur donnent accès à des projets d'une telle envergure avec des partenaires institutionnels qui ont un vrai retentissement localement mais même nationalement. Ce sont des vidéos qui sont ensuite mises en ligne et qui sont accessibles partout et voilà, ça répond à un appel à projet du ministère de la Culture, c'est national. C'est une fierté pour IARSUP de participer à ça. L'année prochaine, Époque revient avec une thématique globale autour de l'eau. Donc là encore, plein de projets différents. Et comme tout s'est très bien passé, on repart avec IARSUP sur un projet de jeu vidéo avec un petit poisson qui doit échapper au piège. Parce que sachez qu'au 19e siècle, il y a eu une Bible des étangs qui est sortie. Et il y a près de 43 manières de pêcher les poissons dans l'étang de Thau. Voilà, vous en saurez plus l'année prochaine.